afternoon. Good afternoon. Bon après-midi, tout le monde. C'est un plaisir d'être ici. Merci pour les organisateurs pour m'avoir choisi modérateur de la session à venir intitulée « Changement climatique, conflit, protection du patrimoine culturel ». Qu'est-ce qui réunit aujourd'hui nos orateurs et pénalistes? C'est la compréhension commune sur la protection de l'héritage culturel. Aujourd'hui, nous devons refléter les défis du changement climatique et des conflits. Aujourd'hui, ces deux et trois ensembles compliquent la protection du patrimoine culturel. La Croix-Rouge a mentionné le risque du changement climatique sur le patrimoine culturel. Le changement climatique, certains disent qu'il y a une corrélation entre les conflits et qu'il est source d'aggravation et qu'il peut être source d'amplification. Je voudrais commencer par introduire nos pénalistes, comprendre leur place dans l'écosystème et entrer puis dans les détails du conflit et du changement climatique et de l'impact sur l'héritage culturel et parler des réalités ainsi que de solutions possibles pour allévier le problème. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à nos pénalistes sur la scène. Merveilleux, merci d'avoir été ici. Merci pour l'audience magnifique qui prend part à cette discussion. Rapidement, si vous pouvez vous introduire et nous parler de votre travail et votre relation avec ALIPH. Merci. Je m'appelle Francesco Bandarin. J'étais directeur de l'UNESCO, du Centre du patrimoine mondial jusqu'à 2018 et j'étais assistant directeur général culturel à l'UNESCO et maintenant je travaille en tant que freelance et j'ai pris ma retraite pour vraiment partager mes opinions avec les partenaires et travailler. Et je suis membre dans l'Institut Smithsonian de la protection du patrimoine culturel. Et je voudrais vous parler de mon travail. Je pense que vous allez amener beaucoup d'informations sur cette table aujourd'hui. Et comment est-ce que vous voyez la relation avec ALIPH? On a beaucoup entendu d'ALIPH, mais c'est à propos de l'agilité des efforts collaboratifs, d'une flexibilité. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça? Moi, j'ai été témoin de la fondation quand elle a été lancée en 2016. Dès le début, j'ai assisté à la fondation et j'ai soutenu son idée. Et ce qu'on a vu durant les dernières décennies, c'est l'anticipation, là où aujourd'hui le patrimoine culturel est militarisé et est devenu un objet de guerre et est devenu victime des guerres. Ceci a eu lieu au passé de même. Nous le savons sans se rappeler à la Première Guerre ou la Deuxième Guerre mondiale, mais sans doute l'expérience aujourd'hui montre qu'il y a une accélération de ceci avec des catastrophes et des disruptions ainsi que des perturbations.
et il doit y avoir une accélération des efforts et de la communauté internationale dans ce domaine. Dans 6 ans, on a vu une très grande réponse. On sait qu'il reste beaucoup d'efforts à faire. Merci. Salut, bonjour. Je m'écoute maintenant. J'écoute Francisco. Je suis content parce qu'il a pris sa retraite. Je m'appelle Andrew Potts. Je suis coordinateur du réseau du patrimoine climatique ICOMOS. Et ce thème aujourd'hui montre combien c'est important d'avoir un futur résilient avec une réduction de carbone. Je pense que cet événement aujourd'hui avec Alif est une opportunité, et merci pour cette opportunité, vient d'un travail collaboratif qui a commencé à Naples en été, quand on s'est réuni avec le ministre de la région de la Méditerranée. Regardez le document de Naples et vous pouvez voir qu'il y a une langue innovative sur le rôle de la culture et de la paix, ainsi que de la stabilité et de la sécurité, lié avec le travail et l'action climatique et le développement durable dans un processus durable. Ce document, donc, est un témoignage de ce qui peut se passer quand on commence à vraiment résoudre les questions liées au changement climatique, à le guérir. Il y a quelques mois, l'ONU a tenu en Égypte sa conférence d'environnement. Et nous, avec certains partenaires, on a participé de Naples à Sharm el-Sheikh. Et avec des cultures incluses dans certaines décisions, on a pu voir que le patrimoine culturel a commencé à être mentionné dans la COP 28 pour la première fois en tant qu'objectif pour avoir une sorte d'adaptation. On n'a pas eu une résolution compréhensive ou durable. Ceci doit attendre jusqu'à décembre pour la COP 2028 de l'Émirat arabe uni. La conversation que nous tenons aujourd'hui est importante. Nous pouvons en parler beaucoup de ces organisations multilatérales, tout comme la COP, où nous pouvons inviter beaucoup d'entités, et nous pouvons parler des défis de la COP 27 en s'attendant, en espérant à une COP ici tenue à l'UAE pour 2028. Thierry Geoffroy, je suis de la conservation, notamment aux côtés de l'ICROM et de l'UNESCO depuis la fin des années 1980, donc plus de 30 années d'expérience dans le domaine. Même si je suis aujourd'hui moins sur le terrain, puisque j'ai une responsabilité de direction d'un laboratoire de recherche à l'école d'architecture de Grenoble, mais qui reste toujours dans cette spécialité de l'architecture de terre. Alors mes relations avec Alif se sont faites presque de façon naturelle, puisque au travers de mes actions aux côtés de l'UNESCO en tant qu'expert international depuis de longues années, j'ai été impliqué depuis 2012, tout d'abord dans les actions de protection, notamment avec la protection de ce petit document que l'on avait produit pour les armées en cas de contre-attaque, qui a d'ailleurs, à ce que j'ai compris, été utile à l'armée. Puis, depuis 2013 jusqu'à 2016, au travail qui a été fait pour la reconstruction des mausolées de Tombouctou. Donc, j'étais associé aux collègues qui sont ici présents, avec Sidibé, avec Moulay Koulibaly, Abdoulaye Cissé, qui a participé aussi à ces travaux. Et donc, quand j'ai été invité à l'initiative du lancement de l'idée de Alif, j'ai répondu bien entendu présent, et j'étais venu d'ailleurs présenter toute cette expérience qu'on avait eue au sein de ce travail mené avec l'UNESCO au Mali. Donc après, on a continué. J'ai participé beaucoup à l'élaboration du dossier qui a été présenté pour le dossier de Gao, qu'on a vu tout à l'heure, et puis je participe ponctuellement à des missions d'expertise, et puis faire quelques demandes, notamment sur les côtés académiques, qui sont des choses peut-être un petit peu nouvelles, qu'on est en train de discuter avec Alif sur peut-être un élargissement, même si au départ, la recherche était prévue. Ça nous semble aussi assez intéressant d'utiliser tous les travaux qui sont faits pour
approfondir un certain nombre de choses et être capable de les restituer dans un cadre plus académique. Merci beaucoup. Je pense que le travail dans le domaine est important et c'est pour cela que vous cherchez sur la table les recherches et pour les décideurs. Spécialité de Cratère, ça marche? La grande spécialité de Cratère, c'est l'action sur le terrain. Donc effectivement, quand on parle action, je crois que ça a été toujours la nature même de l'organisation pour laquelle je travaille. Elle a une double tête, à la fois l'école d'architecture de Grenoble et le côté académique, mais une association loi 1901, donc une ONG, qui travaille énormément sur le terrain. Et donc, c'est une force aussi d'avoir cette double entité qui permet donc de faire des allers-retours entre du travail sur le terrain, vraiment enraciné dans les réalités du terrain, et aussi de les restituer sous forme d'enseignement et de papier académique. Merci. Merci. Mon nom, c'est Melissa Gronlund, journaliste et écrivain. J'ai travaillé avec d'autres ALIF et j'ai fait des entretiens avec beaucoup de membres d'ALIF. Et ce que j'ai trouvé quand je faisais des rapports sur la protection du patrimoine, c'est les défis posés chaque jour et la dégradation et la sécheresse, ainsi que d'autres changements qui touchent le patrimoine culturel. Ce qui était vraiment génial dans mon travail avec Aleph, c'est que je suis en train de dire je travaille avec Aleph et je ne cherche pas à avoir des informations d'eux. J'essaie vraiment de voir quelle est donc leur vision. J'appelle Sandra, je lui ai dit j'entends beaucoup parler du changement climatique et de l'impact sur le patrimoine. Et donc, quand je lui ai dit avec qui tu parles, elle a tout de suite mentionné des projets et elle a commencé à me raconter tous ces points. Et donc, je couvre aussi d'autres projets et je traite d'autres sujets, mais je pense que c'est bien de voir cet aspect collaboratif. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle de la média dans ce domaine en général? Quand on parle d'observation, d'enregistrement, combien de temps tu me donnes? Non, le rôle de des médias est vraiment un peu délicat parce qu'il y a donc une couverture précise. Il y a beaucoup de questions liées à la presse qui peut jouer un rôle. Par exemple, le assèchement en Irak qui peut être compliqué. Mais ce qu'on a besoin, ce sont des publications qui sont liées au terrain, qui posent de nouvelles idées, qui montrent une synthèse des problèmes. Et je pense que les médias sont en crise toute ma carrière. Mais cette question de protection du patrimoine culturel est importante parce que je trouve que nous manquons de matériel et il existe un effort à faire dans ce domaine. Merci. Nous avons un autre pénaliste qui ne sera pas avec nous en personne, mais il a fait une vidéo. Il s'appelle Omar Mohamed. Il est le fondateur de Mosul Eye en Irak. Désolée si la vidéo n'est pas en sa meilleure résolution, mais espérons que le contenu sera et touchera le message. Chers délégués, chers organisateurs d'ALIF, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler dans ce forum aujourd'hui.
Je voudrais vous parler de l'impact du changement climatique sur le patrimoine culturel et comment est-ce que ALIF peut sauvegarder l'impact climatique qui touche le patrimoine culturel. Le patrimoine culturel et les endroits ainsi que les objets étaient la fenêtre au passé. Ça nous liait aux personnes. Il nous rappelle de la civilisation et il nous rappelle que l'humanité peut réussir. Mais le changement climatique récent et les facteurs sont en train d'affecter le patrimoine culturel d'une façon très grande. La destruction de l'héritage du patrimoine est très grande. Les températures et les températures aussi ne sont qu'un exemple de comment le changement climatique est en train d'affecter la situation. De même, la sécheresse dans plusieurs endroits du Moyen-Orient. Mais nous avons aussi vu des impacts extrêmes du changement climatique, comme c'est passé à Venise, qui est en train aujourd'hui de faire face à un danger très grand et immense à cause des niveaux de mer. Et d'autres, c'est aussi le patrimoine autochtone, l'Australie, qui a été touché par les incendies. Donc, comment est-ce que ALIF peut sauvegarder le patrimoine la Fondation peut travailler avec les communautés et les gouvernements pour développer et mettre en œuvre des stratégies pour réduire les impacts du changement climatique sur le patrimoine culturel. Ceci inclut la protection du patrimoine, de tout ce qui est inondation. Nous devons aussi travailler sur la sensibilisation de l'importance du patrimoine et de l'impact du changement climatique. Nous pouvons faire ça par le biais d'éducation publique, campagnes, ateliers et conférences en sensibilisant sur ces questions. La Fondation peut aider dans la mobilisation de soutien pour protéger et préserver le patrimoine. De même, ALIF peut travailler pour avoir de meilleures technologies. Par exemple, les recherches sur de nouvelles techniques et technologies peuvent aider pour construire de meilleures cultures durables. ALIF peut aussi travailler et bâtir des partenariats avec des organisations et des parties prenantes pour aboutir aux objectifs communs. En travaillant ensemble, nous pouvons profiter de nos ressources collectives et notre expertise pour avoir un impact dans la préservation et la protection de notre patrimoine culturel. Ensemble, nous pouvons garantir que nos cultures continuent à être source d'inspiration et de fierté. Mohamed, merci. Tu as parlé de la situation et quelques idées liées à la participation d'ALIF dans la protection donc du patrimoine culturel. Nous allons parler de ceci plus tard dans nos discussions. Francesco, est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui de la situation? La région, donc, a vu beaucoup de changements dans le leadership et dans d'autres domaines. Qu'est-ce que vous pouvez nous en parler à propos de ce délai? Ce sont des sujets très compliqués, le changement climatique ainsi que les conflits. En les mettant ensemble, nous voyons que c'est vraiment difficile de le faire, mais en même temps, ce n'est pas un nouveau problème. L'histoire de l'humanité, le patrimoine culturel est lié donc à l'histoire de l'humanité. Et comme vous voyez, Galgamech et ce qui s'est passé entre les gens et
Et quand il est allé au Liban pour retrouver des arbres, et nous savons cette histoire qui peut durer et durer. Ce n'est pas donc aussi ancien. Nous devons comprendre que c'est une question très, très nouvelle. Même l'expansion européenne dans le 21e siècle a poussé les gens dans les dernières années, on n'avait pas eu ce problème. La première question que nous devons mentionner, c'est la vulnérabilité du patrimoine culturel. Cette question de vulnérabilité est surtout bien vue par les militaires. Donc, l'impact et la relation avec le conflit est très importante. Quand nous voyons ce que les militaires font, est vraiment importante. Il y a un modèle dans le ministère américain utilise donc un modèle qui est vraiment préservatoire du patrimoine culturel et lié à plusieurs questions de ressources, de l'eau, de sécheresse, etc. Nous n'avons pas fait ce modèle et l'a adopté. Si je peux juste proposer que nous devons exploiter ce domaine, nous devons développer un modèle similaire, un modèle qui est lié à vraiment comment résoudre la question du patrimoine en relation au conflit. C'est intéressant et nous pouvons faire une sorte de consortium pour développer un modèle qui regarde au risque pour prévenir et au moins donner des directions. Pour ce qui est de la région maintenant, la région est en risque. On a des processus et beaucoup de questions liées au niveau des mers, la sécheresse. Vous savez, il y a une sécheresse qui est liée au désert. C'est aussi l'impact du changement climatique parce que le désert est un désert, mais il a de l'eau. Désertification, sécheresse, le désert, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. Et donc, Andrew étudie plus ces questions, mais regardez le lien entre les conflits et les catastrophes et les impacts à long terme. Et nous pouvons donc là identifier comment prévenir. Je pense toujours aux acronymes, les identifications avancées de la protection culturelle et le lien avec ALIPH. La proposition elle-même est compliquée. Beaucoup de sujets sont liés à cette proposition pour voir où sont les obstacles et comment réduire les effets du changement climatique. Mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent, qu'il y a des mesures même qui peuvent être adaptées pour se répéter et pour anticiper. Comment anticiper une guerre qui n'a pas déjà eu lieu ou anticiper le changement climatique. C'est une sorte d'effet
au fil du temps. Donc, quels sont les déclencheurs que nous pouvons utiliser pour savoir? Nous avons 3 éléments: prévention, réponse et réhabilitation. Mais ceci provient aussi de la discussion que nous tenons. Nous sommes dans le processus d'un changement climatique à long terme et conflit à long terme. Et on croyait que peut-être comme une petite crise qui peut avoir lieu, mais non, c'est en train de durer des décennies et des années. Et donc, la prévention est importante et c'est l'une des plus difficiles parce qu'on ne peut pas prévenir tout. Et même, il y a certains cas où il y a des manques de ressources chez les pays. Pour ce qui est de la réponse maintenant, je trouve que Alif travaille sur la réponse. Et c'est là où nous devons investir. Et je pense qu'il reste beaucoup d'efforts à faire. Et ceci entre dans le cœur, dans le centre de beaucoup de traités. Nous avons un traité, par exemple, Convention 94 pour la protection du patrimoine culturel dans les zones en conflit. C'est du 19e siècle et ce n'est plus efficace aujourd'hui avec les situations de conflit. Mais pensons, par exemple, à tous les conflits qui ont eu lieu et comment est-ce que la Convention a été appliquée. Et donc, nous devons changer la façon de penser et où Alif doit investir. Il y a 2 éléments. On a déjà mentionné, je ne suis pas en train d'inventer, nous devons travailler avec les militaires, ça c'est sûr, l'UNESCO et autres institutions. Et nous devons travailler avec d'autres opérateurs comme les agences de sécurité, etc. Et aussi, nous avons besoin d'étudier le financement et les équipements pour protéger le patrimoine culturel et pour avoir une réponse à long terme. Ceci sera plus compliqué avec la conjonction du changement climatique que nous savons. Merci. Andrew. Quel est le défi du changement climatique ici? Vous avez déjà mentionné. C'est dans les premières conversations, c'est avant-gardiste de parler de cette question aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez parler de l'impact du changement climatique donc sur le patrimoine culturel et si il existe une corrélation, une double corrélation entre les effets sur le patrimoine culturel aussi? D'accord, c'est une grande question. Je pense que la première chose que nous devons reconnaître, c'est la suivante. Les plans du changement climatique et la politique est défaillante aujourd'hui. C'est ce que a dit le secrétaire général d'ONU. On n'a pas gardé le 1.5 et même d'avoir une adaptation transformative. Donc, il y a un échec ici. Comment donc garder depuis le sommet de Rio ces objectifs? Pourquoi est-ce qu'ils sont en échec? C'est parce qu'ils n'ont pas pris en considération les dimensions culturelles et sociales de l'action climatique. Cette conversation que nous sommes en train de tenir sur le changement climatique est une conversation existentielle. Oui, nous devons savoir quelles sont les questions liées et les modèles au changement climatique, mais nous devons aussi inclure et engager d'autres façons. C'est une façon de le dire. Mais une réponse que je voudrais bien dire, il existe une corrélation entre le volume de l'impact du changement climatique et le volume du patrimoine que nous avons. C'est pour cela la politique de l'UNESCO
en 2017, a appelé à une approche précautionnaire pour vraiment avoir cet objectif de 1,5 bois bien respecté. Et je pense que personne n'est vraiment en train de dire combien c'est important de réduire les émissions de polluantes et aboutir à l'objectif 1,5. Un autre point intéressant, si nous regardons les preuves et la science du changement climatique, il y a une sorte de corrélation compliquée. La façon dont les rapports, l'ITCC, les rapports scientifiques de l'année dernière, il y a des petits discours sur la causalité entre l'impact du changement climatique et les conflits sur le patrimoine culturel. Et ceci montre que que tout danger peut aboutir à un danger à un certain moment. Et ce qui joue vraiment un rôle, c'est que les gens sont en train de faire face à cet impact phénoménal. Des gens comme vous et comme Alif sur la table, si vous ne pouvez pas savoir l'intersection entre le climat et le conflit sans comprendre le contexte culturel, je pense qu'il doit y avoir des plaidoyers de changement climatique et des experts de changement climatique sur la table pour partager les préoccupations. Donc, c'est très important pour que cette intervention ait lieu. Vous avez travaillé avec des groupes sur le terrain et vous soutenez l'argument qui a été présenté ici. Un exemple très bref. Donc, il y a des organisations qui sont concentrées, qui prennent des projets tout directs et qu'il y a bien des projets sur l'assessment ou l'évaluation de l'effet du climat sur les projets et il y a des plans d'adaptation avec le changement climatique et ça c'est inclus dans le contexte des conflits. Donc il y a bien des membres qui doivent considérer comment pouvoir appliquer les méthodologies d'évaluation des vulnérabilités dans les situations de conflit, dans des exemples des projets en Nigeria qui étaient financés par le gouvernement britannique et qui sont de ces projets dans le front ligne des modèles adaptés et qu'ils ont essayé de comment l'effet des changements climatiques peut avoir des effets sur le comportement, les traditions, le projet et ils ont conclu que c'est très difficile de prendre en considération les risques, tous les facteurs de risque qui sont liés au déplacement, aux migrations et de déterminer ou de dessiner la trajectoire de l'effet et quelles sont les précautions ou les actions d'adaptation qu'il doit faire. Ce n'est pas une révélation très ou une conclusion très intéressante à partager avec vous, mais il y a bien des choses à faire, à ne pas faire et il ne faut pas prendre des actions en silo. Il faut considérer les choses d'une façon plus élargie et plus collective, à ce que tous les partenaires, il faut améliorer nos méthodes dans l'évaluation des risques et de tout ce qui est des facteurs dont j'ai mentionné déjà. Donc Thierry, vous et avec Andrew, peut-être on doit vous travailler sur le terrain
vous et votre groupe de travail, combien d'informations et de connaissances vous avez acquis en termes d'évaluation des effets du changement climatique sur le patrimoine? Et est-ce que vous avez partagé, vous et votre groupe, vous avez partagé ces connaissances? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples sur l'efficacité ou l'inefficacité? Est-ce qu'on n'a pas bénéficié et comment pouvoir améliorer notre plan de communication? Voilà, merci. Alors, la question de mesurer l'impact du changement climatique sur la conservation du patrimoine, c'est quelque chose, à ma connaissance, n'a pas été fait. C'est quelque chose qui, même si le changement climatique, on en parle depuis très longtemps, à ma connaissance, il n'y a pas eu tellement de cas concrets, mais il s'avère qu'effectivement, on est de plus en plus, quand on est sur le terrain, face à des cas de pression très forte exercée du fait du changement climatique. Et donc, je propose de montrer 2 exemples pour montrer aussi la réalité de ce que l'on voit sur le terrain du fait du changement climatique. Alors, je vais principalement baser, ma spécialité étant l'architecture de terre, je vais principalement me baser sur 2 risques les plus importants, c'est les risques d'inondation, mais surtout les pluies violentes. Il y a de plus en plus de pluies violentes qui affectent des régions qu'on considérait jusqu'à présent comme étant désertiques. Alors, ce n'est pas qu'il pleut jamais dans le désert, c'est un peu une fausse idée, mais de plus en plus, on a des épisodes répétés de pluies violentes. Et donc, je vais un peu élaborer sur cette question-là, sachant que ce fait de répétition des pluies violentes et fortes, ça a un impact très fort sur les conditions de conservation. Et on a en fait des menaces qui sont bien supérieures à ce qui était connu jusqu'à présent dans ces dernières années. Donc, pour illustrer le propos, je vais présenter donc 2 cas d'études. Le premier, c'est la nécropole de Pépi Ier à Saqqara, donc juste à côté de la grande pyramide de Saqqara en Égypte, qui est un site qui date de plus de 4000 ans. Ce site a été affecté, d'ailleurs comme la ville du Caire ces mêmes jours-là, les 13, 15 et 16 mars 2020, avec des pluies fortes répétées, ce qui est quelque chose qui n'est pas normal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des pluies au Caire, mais 3 jours comme ça, aussi rapprochés, ça fait une différence extrêmement importante. Et donc, pour la Terre, sa capacité d'absorption d'humidité, à un moment donné, ça va au-delà. Et donc, on a des choses qui deviennent finalement relativement dramatiques, comme on peut voir ici, sur ces quelques images qui sont une sélection, je dirais, de destruction, et en fonction, en fait, après des conditions dans lesquelles se trouvent les éléments construits en terre qui sont... On a des destructions qui peuvent être assez importantes, voire même des solutions techniques qui avaient été proposées par le passé qui se sont avérées dangereuses. Donc, on a, en réponse à cela, puisque c'est un cas d'étude qu'on a dans un programme de recherche qui s'appelle Niles Earth, qui concerne le Soudan et l'Égypte, où je suis impliqué sur ce site-là. Donc, on a proposé un certain nombre de mesures, somme toute relativement simples pour certaines. L'architecture de terre, pour la conserver, on dit qu'il faut un bon chapeau et de bonnes bottes. Donc, on travaille sur la forme du chapeau, sur le haut du mur, pour qu'il soit capable d'absorber un maximum d'eau. Et puis, on fait du nettoyage, dénivellement, qui permettent à l'eau de s'écouler, qui sont des traditions d'ailleurs très anciennes. À Pépi Ier, la grande pyramide avait un système déjà de canalisation, ce qui veut dire qu'effectivement, des pluies très fortes, ça a déjà existé dans le passé. Donc, on a aussi des choses à apprendre du passé qu'on peut détecter si on a un œil aiguisé. Et puis, on travaille aussi sur l'amélioration des matériaux. Ça a été proposé tout à l'heure, où pour certains cas où il est très difficile de faire l'entretien régulier, on essaye de réfléchir. Et là, on a fait des premiers essais sur de la stabilisation des matériaux, au moins pour les parties basses des murs, de façon à ce qu'ils puissent résister
beaucoup plus longtemps. Alors, je vais vous présenter un cas beaucoup plus dramatique, c'est celui de Mohenjo-Daro au Pakistan, pour lequel j'ai été sollicité pour faire une mission en réaction, donc organisée par l'UNESCO suite à des inondations terribles qui ont affecté le Pakistan en août 2022. Il faut savoir que ce site, mais comme toute la région de Sindh qui a été largement inondée, a connu en 10 jours 2 fois la moyenne annuelle des pluies, ce qui est énorme. Et il y a exactement le même phénomène de répétition sur ce site absolument extraordinaire qui date de plus de 4000 ans, qui est une des premières villes au monde en fait organisée, très bien organisée d'ailleurs, puisqu'on voit cette vue prise par drone est vraiment extrêmement intéressante. Catastrophique, je pense que vous voyez déjà les images. Il y a eu des dégâts extrêmement importants. On a évalué à peu près à plus de 60% des structures qui ont été affectées d'une façon ou d'une autre. Presque, on pourrait dire que quasiment rien n'a pas été touché, tellement ces pluies ont été violentes. Et malgré les efforts qui ont été faits par l'équipe sur place, dont on voit ici quelques images qu'ils ont prises, ils ont essayé de pomper de l'eau, il y a eu des mares qui se sont créées. Enfin, ils ont vécu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu. Ils ont essayé de se battre pour sauvegarder ce qu'ils pouvaient, mais ça a été extrêmement difficile. Pourtant, Mohenjo-Daro, c'est un site qui avait connu beaucoup d'attention de la part de beaucoup d'organisations, qui ont fait un travail que je considérerais comme excellent. Il y a des choses fantastiques qui ont été faites, qu'on détecte. Il y a eu un programme notamment mené par l'UNESCO, mais avec le programme des Nations Unies pour le développement et le gouvernement de Sindh, donc la province au Pakistan, qui a été un travail remarquable avec des choses très très fines en termes de solutions de conservation, très éthiques. Ceci dit, dans les conditions qui ont été connues au mois d'août, ça a été complètement dépassé. La pression a été beaucoup trop forte pour pouvoir supporter. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire dans ces cas-là? On peut prendre des décisions relativement vite sur des choses qui sont connues, mais il y a aussi des choses qui doivent être maintenant traitées sur le long terme. Donc l'idée à Mohenjo-Daro, c'est de lancer un grand programme sur 3 ans au moins, un peu comme on avait fait à Tombouctou, mais qui inclut des choses qui vont beaucoup plus loin, l'amélioration des matériaux. Il y a des effets de sel aussi, donc, qui font partie des choses qui deviennent de plus en plus importantes. Revisiter aussi certaines techniques de conservation qui avaient été mises au point et qui étaient très intéressantes, mais qui doivent être renforcées, complétées, améliorées. Il faut expérimenter, tester, il faut former. J'aime pas trop ce mot-là parce qu'on a au Pakistan une équipe très bien formée qui travaille là-bas et qui fait très bien son travail, qui est le résultat d'années, de longues années de travail. Donc c'est plutôt renforcer leur capacité, réfléchir avec eux. C'est dans cet esprit-là qu'on a commencé à travailler. C'est-à-dire qu'on ne vient pas faire la leçon, on vient essayer d'aider à bien comprendre tout ce qui s'est passé. Et ça, pour moi, la compréhension des phénomènes est fondamentale. Ça, il faut vraiment qu'on progresse sur ces questions-là, mieux comprendre les phénomènes, faire attention à ne pas reconstruire trop vite, bien comprendre ce qui s'est passé d'abord. Et donc, ce qui amène à réfléchir aussi pour ce programme-là, à réviser le manuel de conservation qui existe, qui date de 1996, donc ce n'est pas anormal non plus de le revisiter, mais il va falloir le réviser, pas complètement, parce qu'il y a beaucoup de très bonnes choses dedans, mais il va falloir le mettre à jour, et puis plus réfléchir aussi à la question de gestion, combien il faut de personnes, etc. Donc la question de la gestion aussi va devenir fondamentale, et donc il faut réfléchir à la fois des côtés techniques, mais aussi côté gestion. Donc voilà un peu en témoignage. Je présenterai un peu les leçons qu'on tire aussi de ça et des suggestions un peu plus tard. Ce que je voudrais peut-être redire, parce que mon organisation travaille aussi beaucoup dans les situations de post-désastre, c'est qu'il n'y a pas de désastre naturel. Il y a des événements naturels, mais c'est souvent aussi la façon dont nous, on se prépare qui fait qu'on arrive à un désastre ou pas.
Et donc, il faut bien faire la nuance. Les choses ne sont pas naturelles. Il y a une responsabilité humaine. Et c'est de notre responsabilité aussi de bien se préparer à des événements comme ça qui sont exceptionnels. Ceci dit, qui ont toujours un peu existé. Il y a un exemple qui m'a beaucoup frappé. C'est dans le sud-est de la France. On a eu des inondations terribles il y a quelques années. Il y a un seul pont qui a tenu. Celui qui avait 2000 ans, construit par les Romains. Tous les ponts récents sont tous partis. Donc ça veut dire qu'il y a eu un temps où on a su comment aussi faire un certain nombre de choses et qu'il faut qu'on revienne aussi un petit peu sur ces choses-là et qu'on réétudie les choses en partant pas des moyennes. Parce que ça aussi, c'est un gros problème. On est obnubilé par les moyennes climatiques, la moyenne de pluie, la moyenne de température. Tous les jours, on nous met ça à la télévision. C'est les extrêmes qu'il faut qu'on regarde. Et l'intensité extrême. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Voilà, merci. Merci Thierry. Just wondering, Thierry, would it have been more effective, a response to your calls, perhaps, to get more support, more resources, if the approach was different or the system in place was different? And also, had that site been... Et est-ce que pour faire face à ces conflits et avec le changement climatique, est-ce que cette réponse sera plus effective ou moins? Spécifiquement de conflits, d'où la possibilité de réagir relativement vite et dans des conditions correctes. Il est bien entendu que ce genre de choses qui peuvent arriver dans des zones de conflit rendent beaucoup plus complexe, un, la préparation, et puis deux, la réaction. Donc effectivement, ça peut être beaucoup plus dramatique et demander, mais c'est pour ça aussi que je pense que c'est très important de l'anticipation. C'est-à-dire qu'au plus on essaiera d'anticiper, donc tout à l'heure ça a été proposé effectivement, essayer de faire de la prévention le plus en amont possible, peut-être que la communauté qui fait de la conservation prenne plus en compte ce risque climatique et donc qu'on mette mieux en relation des risques extrêmes avec les solutions de conservation que l'on propose, de façon à ce qu'on puisse anticiper et non pas subir des dégâts comme on a pu le voir, notamment à Mohenjo-Daro, qui a été vraiment très, très affecté. Merci. Merci, Thierry. Thank you. Melissa, you've been reporting again, Vous avez rapporté sur ces cas et vous avez surveillé l'évolution de tous ces cas. Quand vous et Samo, il y a bien des actions qui sont prêtes pour réduire ces effets. Je crois que cette causation entre la conservation du patrimoine et aussi les changements climatiques, l'une des choses qui est claire est que le changement climatique est un élément déterminant dans la crise économique et quand par exemple à Agadir, on a des représentants d'Agadir dans l'audience et c'est la question de technique et de refinement de l'usage des masques et de tout ça. Si les gens qui ont cette connaissance technique, ils fuient le Niger et en temps de conflit et ils ne sont pas dans ils ne s'installent pas dans une place fixe. Donc, cela signifie que une part des travaux faits par Alif ne donne pas nécessairement à ça des résultats voulus. Donc, il y a bien d'autres éléments à prendre en considération. Voilà un peu la complexité de la situation et le paradigme et de pouvoir, en ce qui concerne le changement climatique et aussi
important pour pouvoir arriver à des résultats. Il faut donc aussi apporter ces contributions ou cette connaissance indigène ou autochtone pour pouvoir fortifier ou pouvoir exécuter toutes les actions requises. Donc voilà. Donc il paraît qu'il y a une corrélation entre le BRIC et le MOD et ça a été expliqué par aussi les groupes de travail sur l'un des interlocuteurs a déjà dit que les gens sont le point déterminant. Je crois que je témoignais moi-même et que je peux dire que peut-être que je l'ai dit déjà sur cette tribune, le patrimoine n'est pas seulement la pierre et le bâtiment et l'édifice, mais aussi il y a un travail d'art et aussi les gens. Donc il y a bien quelque chose qui s'est enraciné dans nous et qui nous lie à ces monuments. Donc et voilà, ça nous invite à penser aux biosphères, aux animaux, comme autant part de la conservation de l'héritage, et il faut penser à comment les conserver. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore pour parler, donc on laisse ce que vous avez à dire pour un autre tour donc non, mais je voulais mentionner un autre point de discussion, la perspective avec laquelle on parle, on envisage, on voit le problème, qu'est-ce qui définit le patrimoine culturel. Oui, tout à fait. Je crois que cette question de définition change d'une façon continue. Pour donner un exemple et pour concrétiser la chose, Luca Maria Olivieri, qui est parmi nous, c'est un peu son projet. Mais ce qui est intéressant pour moi est de compléter la restauration du temple en Pakistan. Il est bâti sur une colline, et la colline déjà est sujette à de l'érosion, et il est important de fortifier. Et il y avait sur la colline, il y a aussi de l'agriculture qui se passe deux fois où les paysans qui vivent là-bas essayent de cultiver cette colline donc 2 à 3 fois par l'année. Ils ont déjà ces paysans devenus très riches. Ils ont béni ce temple. Donc ce qui est intéressant dans cette recherche apporter cette connaissance comment les humains peuvent gérer la gestion de l'eau et gérer l'eau et l'usage de l'eau, et aussi la culture. Et avec même cela, ça demande l'assimilation ou l'appréhension, comment ils peuvent gérer le terrain, et aussi cela ne peut se passer sans l'assimilation du passé, et aussi de comment pouvoir conserver le site. Et il y a peut-être en cultivant des arbres d'olive pour enraciner, et ces racines ont été importées du Liban pour pouvoir, et c'est l'une des moyens ou l'une des méthodes utilisées pour que les paysans restent dans leur terrain. Et donc il y a bien des recherches et des enquêtes qui ont été menées pour révéler, pour découvrir ou pour déterminer ces instruments ou ces outils. Donc, il y a bien un côté très actif, plein de recherches qui doit être aller en pair avec la conservation.
il y a un environnement qui change d'une façon constante. Est-ce qu'il y a bien des leçons qu'on peut conclure en ce qui concerne la construction des capacités et peut-être chacun peut nous répondre à cette question dans 2 minutes. Quelles sont les solutions donc durables? Quelles sont les suggestions ou les recommandations? Les solutions sont toujours complexes et difficiles. Il faut avoir, quand il y a sur le niveau de la politique à haut niveau, on a déjà maintenant des stratégies pour les renforcements des capacités et pour être préparé à répondre. Il y a bien des lois et des conventions et des accords qui ont été signés. Donc, maintenant, en septembre, en Arabie Saoudite, on a travaillé, on a émis une politique qui sera très importante pour faire face pour évaluer et sensibiliser l'impact et sensibiliser les gens et bien des discussions qui ont été similaires et c'est une plateforme de partage des capacités, des responsabilités des États membres et de tout ça. Donc, je crois qu'on doit mettre tout cela à part et il faut mener une nouvelle approche, une bonne politique dans une direction bien définie. Et l'exécution nécessite de la formation, des initiatives à long terme, des processus, des procédés, des opérations qui doivent être élargies et on doit élever la question de la conservation sur l'agenda international. Et en élevant cette question, nous pouvons aboutir plus facilement à exécuter nos objectifs. On voit davantage des organisations qui travaillent avec l'Union européenne pour trouver des solutions et en se focalisant sur maintes choses. Je crois que sera très important si ALIPH peut s'élargir aussi dans cette région en prenant plus d'actions. Il y a bien des régions qui ont besoin d'actions, mais je tiens à parler de l'idée de la prévention. Il est difficile pour une seule organisation en elle-même d'œuvrer dans cette direction, mais il faut que tous partagent les efforts en matière de décarbonisation. Et comme j'ai dit depuis le début, il y a des incidents climatiques qui nécessitent un groupement ou une action collective, alors que d'autres nécessitent des actions individuelles. Donc, il faut mener des recherches et pour pouvoir étudier les cas où il y a une intervention imminente qui est nécessaire ou il n'y a pas ce besoin. Donc, comment pouvoir être plus résilient, où les matériaux locaux sont effectifs ou plus effectifs. Donc, il faut se focaliser quels sont les points, les axes de contrôle qui peuvent tourner notre lutte contre le changement climatique en une action plus préventive et plus envisageable. This question of prevention is very important, and it has been a subject of discussion since years now. And I have always been interested in this because it involves as well the economy. And now when we talk about this, it is still it involves. Plutôt de guérir, c'est toujours mieux. Bon, c'est quelque chose
qui reste un peu un problème dans le monde de la conservation, où on est un peu attaché aux photos avant et la photo après, et on fait quelque chose d'un peu fantastique. Et déjà en 2008, on avait alerté lors de la grande conférence qui avait eu lieu à Bamako, au Mali, sur l'architecture de terre, on avait alerté sur ces projets un petit peu mirobolants, mais dont on oubliait de préparer la suite, qui est le travail de suivi, d'entretien, de façon à bien préparer aussi l'avenir sur le long terme. Il ne suffit pas de faire des choses fantastiques, mais il faut aussi qu'elles puissent durer, c'est très important. Quand on parle de changement climatique, bien sûr, c'est encore plus important, puisqu'on a des menaces qui deviennent bien supérieures. Du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on essaye de faire? C'est être plus strict sur ces questions, de bien comprendre les menaces, les circonstances, les processus, de la façon dont les choses s'abîment, de façon à ce qu'on fasse des propositions qui soient véritablement en accord avec le niveau de ces menaces. Ça veut dire aussi qu'il faut chercher des choses techniques, mais pas que. La partie gestion, planification est aussi extrêmement importante. Une autre leçon que j'ai appris, qui est un peu ambiguë, c'est que quand il y a des destructions, c'est aussi beaucoup d'informations qu'on peut apprendre, et quelles qu'elles soient. On l'avait vu déjà à Tombouctou, où les mausolées, finalement, on a appris énormément de choses sur les mausolées de Tombouctou. Ça a été une occasion fantastique de les découvrir. C'était le même cas d'ailleurs à Bam, en Iran, lors du tremblement de terre. On a appris plein de choses. Donc il faut aussi prendre ces événements, s'ils existent, il faut les prévenir, mais s'ils existent, il faut aussi les prendre comme une opportunité d'apprendre beaucoup. C'est aussi des warnings. Faites plus attention, donc prenons ça mieux en compte. En termes de recommandations, j'ai pensé à quelques-unes, donc ce n'est pas exhaustif. Mais donc la première, c'est justement je reviens là-dessus, hein, de ne pas penser seulement reconstruction, mais bien se préoccuper des menaces qui existent et de les anticiper. Peut-être d'aider les organisations, on l'a déjà un petit peu fait dans certains cas, à préparer des projets qui ne pensent pas qu'à la reconstruction, mais qui justement prennent bien en compte tout un ensemble de choses qui sont les questions de documentation, pendant, avant, après, de façon à aussi se placer au niveau des standards internationaux, de voir quel type d'expertise ils ont besoin, les renforcements de capacité, les équipements, parfois aussi simplement la question de gestion financière, de façon à ce qu'on puisse rendre des rapports. On a parlé de flexibilité, mais il n'en reste pas moins qu'il faut aussi être bien organisé et le prévoir dans les projets. Donc je pense qu'il y a pour certaines organisations, en tout cas pas toutes, mais pour certaines organisations, c'est intéressant de lire les projets qui sont présentés, qui sont parfois pas assez ambitieux ou qui oublient des choses, et qu'on peut les aider justement comme ça à développer des choses qui soient plus pertinentes et plus faisables aussi, quoi. Je pense qu'il serait intéressant, au fur et à mesure où des projets se réalisent, de réfléchir à comment on peut aider peut-être certains projets plus qui ont besoin, puisque les capacités ne sont pas forcément toutes là. Donc d'avoir des projets qui soient indépendants. En fait, il y a toujours un peu cette question, on fait une application pour des financements, on l'obtient ou on ne l'obtient pas. Je pense que l'idée d'échange et de flexibilité est extrêmement intéressante. Je crois qu'elle est déjà en place, et tant mieux. Je pense que j'encourage à continuer sur ces choses-là. Je pense qu'après, il serait intéressant, au travers de l'analyse de tous les projets qui sont menés, d'essayer d'identifier des points communs, de façon à peut-être lancer des programmes de recherche plus spécifiques qui peuvent être pris en charge peut-être de façon plus académique, les publier de façon à ce que ce soit connu, donc publier aussi des études de cas, les bonnes pratiques, les questions de méthodologie, de gestion, la structure aussi des projets. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il est intéressant de réfléchir. Comment un projet s'initie, comment il se développe, comment il peut grandir, comment préparer le suivi. Je pense que c'est des choses, il y a de l'information, mais je pense qu'on peut encore progresser sur ce genre de choses-là. Cela a été dit, je le répète, il faut penser aux gens. Il y a des gens qui conservent, alors à des niveaux extrêmement différents. Conserver le patrimoine, c'est avant tout conserver les gens qui conservent le patrimoine. Donc ça peut être au niveau de la communauté, mais ça peut être aussi au niveau des institutions. On a des gens qui peuvent être en danger dans certaines institutions,
qu'il faut aussi peut-être un temps protéger de façon à ce qu'ils puissent un jour reprendre aussi des éléments. Donc les gens, c'est finalement ce qui assure la durabilité. Et puis peut-être, ça a été dit aussi, d'aider à établir des cadres nationaux de façon, et la documentation d'ailleurs, puisque de documenter le patrimoine, il faut qu'on continue. J'ai remontré le petit passeport sur le patrimoine tout à l'heure, des inventaires documentés. Quand on a de la documentation, on peut toujours essayer de reconstruire. Si on n'a pas de documentation, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut toujours continuer à faire des efforts-là, qui sont des efforts aussi en anticipation. Excusez-moi d'avoir été un peu long. It is a complex situation. It requires a complex. Situation complexe, bien sûr, et l'approche en est de même. Est-ce qu'il y a une crise de communication à ce niveau? Je crois que ce qui m'a surpris est que, chaque condition ou chaque cas est différent et la difficulté, le niveau de difficulté diffère il n'y a pas une solution qui est bonne à tous les conditions, tous les cas. Il faut donc partager la connaissance des experts qui viennent de tout part dans ce secteur, dans ce domaine. Et il faut aussi pallier les obstacles par le climat, par le changement climatique. Et je ne vois pas d'autre chose à y penser ou à faire dans ce niveau. Merci bien à vous tous et merci pour notre audience et merci. Thank you. Thank you. Yeah. Merci, ça marche. Merci pour cette discussion vraiment géniale. Nous avons notre pause maintenant pour le déjeuner. C'est l'agenda en détail pour les sessions après la pause déjeuner. S'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre les écouteurs sur la table qui est hors de la salle. Vous aurez d'autres écouteurs dans les autres sessions. La deuxième plénière sera tenue demain matin ici. On a terminé la plénière aujourd'hui. Merci pour votre participation.